Dans le monde entier, la cuisine est agrémentée d'épices. Ces ingrédients exotiques parfument nos assiettes et ont révolutionné la gastronomie. Leur commerce a même parfois changé le cours de l'histoire. Ce voyage nous permettra de comprendre comment les épices ont façonné notre monde. Je vais me rendre sur les lieux mêmes de leur naissance. La plupart des épices sont cultivées hors d'Europe. Je vais partir à la rencontre des hommes et des femmes qui vivent de leur culture. Et je suivrai la piste des premiers explorateurs. Des empires ont été bâtis et détruits. Des fortunes sont nées, des vies ont été sacrifiées pendant l'une des périodes les plus exaltantes de l'histoire de l'Occident. Et tout ça au nom des épices. Allez! Plus vite! Dans ma cuisine, j'ai un placard rempli d'épices, de graines séchées et d'écorces en tout genre, que l'on trouve dans n'importe quel supermarché. Mais au XVe siècle, les Européens ont traversé des océans et bravé des terres inconnues pour s'en procurer. Comme eux, je suis venue en Inde pour chercher du poivre, avant de me rendre au Sri Lanka sur la route de la cannelle. Je me trouve sur la côte de Malabar, dans le sud-ouest du pays. On l'a surnommée la côte des épices. 500 km de littoral bordé de forêts tropicales luxuriantes. Ciel bleu et chaleur sont ici de mise toute l'année. Sauf, bien sûr, pendant la mousson. Notre aventure commence par une épice que chacun a dans son placard ou sur sa table. Elle est si banale et facile à trouver qu'on la consomme sans se demander d'où elle vient. La voici. Le poivre noir. Autrefois, le poivre était si précieux qu'on l'avait baptisé l'or noir. Au Moyen-Âge, voler une poignée de grains comme celle-ci était aussi lucratif que dévaliser une banque aujourd'hui. Proposer du poivre noir à ses invités était une marque indéniable de richesse et de pouvoir. Le poivre était l'épice la plus prisée au monde. Et il est né ici, au Kerala, dans le sud de l'Inde. Notre histoire d'amour avec le poivre est un héritage des Romains. Leur appétit pour cette épice était insatiable. Et ils nous ont légué leur passion. Mais que sait-on réellement sur elle? Pour le découvrir, je me rends dans les collines d'Idukki, où se trouvent les plus grandes plantations de poivre du Kerala. Ces terres sont sacrées et protégées car elles abritent une tribu très ancienne. Les Mananes cultivent le poivre depuis des siècles. Karan Bakshi, ancien chef cuisinier, connaît tout de cette épice. Il aide les Mananes à la cultiver et à la vendre. Je vais regarder ce qui se passe de plus près. Je n'arrive pas à croire que ce sont des échelles. Ce sont des tiges de bambou qui leur servent à grimper. C'est la technique traditionnelle. C'est peut-être traditionnel, mais ça fait peur. Les lianes du poivrier ne sont pas très solides. Le bambou leur permet de rester en équilibre. Vous évitez de trop charger le poivrier. À vous regarder, ça a l'air tellement stable. Je peux essayer? Voyons voir. Oh, ça bouge. Oh là là, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Ça tourne. Le poivrier est une plante grimpante, c'est ça? Oui, elle s'enroule autour d'un arbre appelé arbre corail.
Et ça, ce sont des baies de poivrier. Vous cueillez toute la grappe. Tout à fait. Vous cueillez plusieurs grappes entières, puis vous redescendez. Je vais laisser faire l'expert. Merci beaucoup. Allez-y. Le poivre est une épice très ordinaire pour nous, le poivre noir. Oui. Est-ce que le poivre blanc est différent? C'est une question que nous posent souvent les gens. Ils croient que le poivre blanc vient d'un poivrier différent. Mais le blanc, le noir et le vert viennent de la même plante. La différence, c'est que le noir est séché au soleil, ce qui fait qu'il garde toutes les saveurs et prend cette coloration charbon. Le poivre blanc est trempé dans l'eau pour le débarrasser de sa peau verte. C'est pour ça qu'il est plus doux. Il est naturellement blanc, bien sûr, et moins piquant. D'accord. Donc, si on fait sécher ce grain, ce sera du poivre noir. Mais si on le laisse tremper, il deviendra blanc. Et voilà. Mais c'est le même fruit. Exactement. En Inde, le poivre est récolté ainsi depuis des millénaires. Et pendant des siècles, son commerce a été le monopole des marchands arabes. Ils savaient où se cachait ce trésor et n'étaient pas prêts à dévoiler leurs secrets. Pendant des siècles, les Européens ignoraient totalement d'où provenait le poivre. Et sincèrement, avant de venir ici, je n'en avais aucune idée moi non plus. Vous faites comme ça? Non? C'est pas vrai. Avec les pieds? Je peux essayer? Comme ça? C'est la danse du poivre. Alors, c'est bien? Ce qui est extraordinaire, c'est que même en faisant ça très mal, comme moi, on sent remonter tout l'arôme du poivre. Allez-y. Voilà donc le secret du poivre. On cueille les baies, on fait une petite danse, on les laisse sécher au soleil pendant 3 jours et le tour est joué. On obtient le poivre noir, si populaire chez nous. C'est aussi simple que ça. Pourtant, pendant des siècles, le poivre est considéré comme un condiment de luxe enveloppé de mystère. La carte du monde établie par les Européens contient de nombreuses zones d'ombre et les origines du poivre inspirent des histoires plus fantastiques les unes que les autres. Une légende racontait que les forêts de poivre étaient gardées par des serpents volants très venimeux. Quand les baies étaient mûres, les gens mettaient le feu aux forêts pour faire fuir les serpents et brûler les poivriers. Les flammes donnaient aux baies leur couleur charbon et leur goût relevé. Il fallait ensuite récolter les baies plus vite que l'éclair avant que les serpents féroces ne reviennent se venger. Au Moyen-Âge, ces récits extraordinaires profitent aux marchands arabes qui amassent des fortunes. Le poivre traverse de multiples contrées avant d'arriver sur la table des Occidentaux fortunés. Et il rencontre une ribambelle d'intermédiaires qui prennent une généreuse commission au passage. Ces petites baies séchées aromatisent non seulement les plats des riches, mais on les dit efficaces contre la peste noire, l'épidémie qui décime alors l'Europe entière. Les Vénitiens, qui ont fait alliance avec les marchands arabes, contrôlent entièrement son commerce depuis des siècles. Mais à la fin du XVe siècle, les choses vont changer. Le 8 juillet 1497, le Portugal envoie son meilleur navigateur,
Vasco de Gama sur la route du poivre. Vasco de Gama a moins de 30 ans. Issu d'une famille noble, on lui connaît une détermination à toute épreuve. Il en aura besoin pour son expédition. Sa flotte prend la direction des côtes africaines, profitant des vents de mousson pour rejoindre rapidement l'océan Indien par le cap de Bonne-Espérance. Enfin, en mai 1498, l'équipage accoste à Calicut, sur la fameuse côte des Épices. Ce sont les premiers Européens à trouver une voie maritime pour les Indes. La flotte de Vasco de Gama aurait débarqué ici. La légende raconte que le navigateur et ses hommes ont mis pied à terre en criant « Pour le Christ et les épices !» Je crois plutôt qu'un pauvre éclaireur a été envoyé en reconnaissance et que, comme il est revenu entier, Vasco de Gama a accosté. Mais cette version est beaucoup moins glorieuse pour la postérité. En tout cas, une chose est sûre, les Portugais avaient décroché le gros lot. Ils étaient arrivés au Kerala, au pays du poivre. Quand Vasco de Gama a débarqué ici, il s'attendait à trouver une poignée de sauvages impies, ravis de troquer leur or noir contre des bibelots venus d'Occident. Mais il a découvert un melting pot cosmopolite extrêmement riche et développé. Nous sommes à Cochin, fief historique des épices. Pendant des siècles, les marchands du monde entier sont venus ici acheter leurs poivres. Au XVe siècle, c'était une ville en plein essor. Le poivre était à Cochin ce que le pétrole est aux États du Golfe aujourd'hui. Dans les halles de la ville, on continue de vendre des épices tous les jours. La vedette aujourd'hui, c'est le gingembre. Je suis fascinée par le déroulement de ces transactions qui se font en silence et sous le sceau du secret. Vous essayez de vous mettre d'accord sur un prix et vous le faites en secret. En secret. Ça se passe là-dessous? Vous pouvez m'expliquer? Ça, c'est pour 200. 200, c'est 2 doigts. Et après, je dis 6. 6, c'est comme ça. 5 plus 1. 5 plus 1. C'est incroyablement compliqué. 7, c'est ça? Et 8, c'est ça. 2 fois. 2 fois. 2 fois 4 et 4. Cette communication par signes est née du besoin d'établir un langage commun entre les marchands du monde entier. 205. 6. 6. Là, c'est 5. Comment vous savez que ça ne fait pas 10? Là, c'est 7. Oh, je serais une piètre commerçante. Là, c'est 8. Ça, c'est 8. 208. 208. En théorie, le secret est censé garantir un meilleur revenu aux vendeurs. C'est un peu comme au poker. Le tout est de savoir qui bluffe. Manifestement, je ne trompe personne. Donc, on s'est mis d'accord sur un prix. Vous vous serrez la main là-dessous ou vous dites que vous êtes d'accord? J'enlève la serviette. Vous l'enlevez. Et l'affaire est conclue. Oui. Et je dis, c'est à vous. Au Moyen-Âge, pour éviter les vols, les hommes qui manipulaient le poivre n'avaient pas le droit de porter des pantalons à poche. Et quand l'argent venait à manquer, le poivre faisait office de monnaie. Aujourd'hui encore, le poivre est la seule épice cotée en bourse. Tout se fait en secret, sous la serviette. Ces hommes viennent d'arriver et de faire une offre au vendeur qui leur a tourné le dos. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent en jeu.
C'est une technique de vente étonnante. On pourrait se croire revenu 1000 ans en arrière. Hormis les sandales vernies et les téléphones portables, évidemment. Vasco de Gama a sûrement découvert une communauté prospère à Cochin. Mais la nouvelle route ouverte par les Portugais allait introduire les Européens sur le marché du poivre indien. Aujourd'hui, comme à l'époque, le marché est régi par l'offre et la demande. Vous vendez du poivre? On en manque. Vous manquez de poivre? Pourquoi? Il y a moins de récoltes. C'est vrai? Oui, d'une année sur l'autre. Mais c'est le pays du poivre. La demande est forte. Il y a trop de demandes. Et l'offre est en baisse. Pourquoi y aurait-il une pénurie de poivre en Inde? Pour le savoir, je prends la direction du nord. C'est là que se trouve Wayanad, le berceau de la production de poivre au Kerala. Du temps de Vasco de Gama, les commerçants surnommaient cette région les monts au poivre. Victor Day dirige cette plantation de 160 hectares depuis 17 ans. Le nom de la région évoque des champs de poivriers à perte de vue. Mais à ma grande surprise, c'est loin d'être le cas. C'est très étonnant. Je m'attendais à voir une végétation luxuriante, pas un paysage dévasté. C'est vrai. Tous les arbres que vous voyez ici sont malades. Tout ça, c'était des poivriers. Oui, mais ils sont morts. Ils sont malades? Oui, un champignon attaque le poivre. Et pas que chez moi, dans toute la région. Mais je croyais que Wayanad était le berceau de la production du poivre au Kerala. Tout à fait. Et c'est ce qui a rendu Wayanad célèbre. Les poivriers poussent tout seuls par ici. Il n'y a rien à faire. On les plante et en 3 ans, on se retrouve avec des lianes à ne plus savoir qu'en faire. Quelle quantité de poivre produisiez-vous? 25 tonnes. 25 tonnes? Oui. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai atteint très difficilement 1 tonne. Un peu plus d'1 tonne l'an dernier. Ça explique tout. J'ai rencontré des marchands à Cochin qui m'ont dit qu'il y avait une pénurie de poivre, que les prix étaient très élevés. Apparemment, la demande locale est très forte, mais ils ne peuvent pas la satisfaire et je ne comprenais pas pourquoi. Pas au pays du poivre. C'est à cause de cette maladie. Donc vous avez perdu beaucoup d'argent. Énormément. Et la contamination s'étend. Ça ne fait aucun doute. C'est une très belle région, c'est triste de la voir dans cet état. C'est certain. L'épice qui a conduit des marchands du monde entier sur les côtes indiennes, celle qui poussait en abondance parmi ces paysages luxuriants, est aujourd'hui menacée. Et avec elle, le mode de vie des petits producteurs de poivre qui vivent dans ces montagnes. C'est la saison de la récolte au Kerala. Une fête comme celle-ci, au cœur de Wayanad, fait partie d'une tradition ancestrale. Ces communautés isolées dépendent entièrement du poivre. La maladie qui a ravagé les cultures a affecté toute la population. C'est le cas de ce petit producteur, Janesh Joseph. Janesh et son frère Suresh ont grandi dans cette ferme où leur père cultivait du poivre. La contamination de leur plantation a été une véritable tragédie pour la famille. Les récoltes ont été très mauvaises. Le poivre a été détruit par la maladie. Toute la plantation? Oui, toute. Complètement détruite. Oui, nos autres récoltes n'étaient pas rentables. Les seuls revenus de la famille ont disparu. Oui, c'était un gros problème. Notre père était désespéré et il a décidé de mettre fin à ses jours. Il a escaladé un arbre et il s'est pendu. Il s'est suicidé pour avoir perdu son poivre.
Ces 5 dernières années, 200 suicides ont été dénombrés parmi les cultivateurs de poivre. Mais Janesh et son frère n'ont pas baissé les bras. Ils ont renoncé à leurs études pour sauver l'exploitation familiale et rembourser les dettes laissées par leur père. Grâce à des nutriments et à une nouvelle espèce de plante, le poivre pousse à nouveau sur la plantation. En Europe, le poivre est majoritairement utilisé à des fins culinaires. Mais en Inde, ce n'est pas son unique fonction. Il sert à quelque chose de plus fondamental encore. Depuis plus de 5000 ans, les Indiens pratiquent une médecine traditionnelle à base d'ingrédients naturels. On l'appelle l'Ayurveda, un terme qui signifie science de la vie. Le poivre est l'un des principaux composants de cette médecine. Le docteur Mary Smither est une praticienne reconnue. On dirait la caverne d'Ali Baba. C'est incroyable. Un vrai repère de sorciers. Tout ce que vous utilisez en médecine ayurvédique, ces écorces et ces graines, tout est d'origine naturelle, sans produits chimiques. Oui, tout est naturel. Les plantes sont chargées d'énergie, car elles sont profondément enracinées dans la nature. On utilise cette énergie pour nourrir l'organisme. On essaie d'introduire l'énergie de la nature dans le corps pour créer un équilibre. On dit que l'Ayurveda est né au Kerala. Le poivre, comme je l'ai découvert, vient aussi de cette région. En médecine ayurvédique, à quoi vous sert le poivre? Le poivre est un décongestionnant, un excellent décongestionnant. On l'utilise pour soigner les troubles respiratoires. Pour soigner l'asthme, par exemple? Tout à fait. On s'en sert aussi pour réduire le taux de cholestérol. Et c'est un antibactérien et un antiviral puissant. Donc, cette petite baie n'a pas seulement rendu des gens très riches, elle les a aussi maintenus en bonne santé. Oui. C'est une baie miraculeuse. Je suis curieuse de savoir ce que le poivre peut faire pour moi. Je décèle une pointe de fatigue, peut-être. De la fatigue? Oui. Pouvez-vous me donner quelque chose pour retrouver mon énergie? On a un remède miraculeux, le poivre long. Le poivre long. Je peux voir? C'est du piper longum. Formidable. Je peux goûter? Bien sûr. J'ai la tête qui va exploser. Vous verrez bien. Dans l'Europe médiévale, ce cousin du poivre noir était tout aussi populaire. Aujourd'hui, il est surtout utilisé en médecine ayurvédique. C'est comme une explosion dans la bouche, juste au bout de la langue. Vous mettrez 6 grammes de poudre dans un verre de lait. J'ai la langue en feu! Dans cette région de l'Inde, le poivre pimente la cuisine, l'économie, la médecine et les traditions. Un trésor digne des plus grandes divinités. Au bord de la rivière Pampa, dans le centre du Kerala, on offre du poivre à la divinité hindoue locale. Ces hommes, majoritairement des fermiers, s'apprêtent à disputer la compétition la plus importante de la fête des récoltes. Cette fête s'appelle Onam et dure 10 jours. L'équipe de Malapuracheri est la grande favorite de la course. Et puisque les supporters de l'équipe m'ont prise en bateau-stop, je décide de les soutenir. « 40 villages participent à cette course dont les origines remontent à 2000 ans. Quel spectacle! L'équipe de Malapuracheri a remporté la course ces 2 dernières années. J'espère qu'elle fera un triplé gagnant. Bonne chance! Allez les gars! C'est très serré. 3 pirogues sont en tête, au coude à coude. Allez!
Ils donnent tout ce qu'ils ont. Allez! Allez les gars! Mon équipe manque la victoire d'un cheveu, mais elle a tout donné. Ils ont l'air épuisés. C'est l'heure de prendre un petit remontant traditionnel à la mode ayurvédique. Namasté! Je peux avoir du chai? Chai? Du thé? Pour moi, s'il vous plaît? J'ai cette épice. Vous savez ce que c'est? Tripali. Tripali. Gopari? Tripali. Tripali. Ce qui signifie poivre long. Un médecin ayurvédique m'a dit que c'était plein d'énergie. On fait des bons. Un médecin ayurvédique? Oui, je peux utiliser ça pour faire de la poudre? Pour moudre? Moudre, exactement. Je peux? Super. C'est dur, non? Je vais essayer. Vous n'y allez pas de main morte. Ça vous donnera de la force. C'est bon? Vous sentez? Ça suffit. J'ajoute un peu de poivre. Alors? C'est bon? On ne sent pas du tout le poivre. En tout cas, Souda aime ça. Après avoir remporté les éliminatoires, et malgré une très belle course, mon équipe n'a pas gagné. Elle est arrivée deuxième. Donc j'ai toute une bande de garçons dépités à consoler. Mais je sais comment les requinquer et les faire gagner l'an prochain. Bonjour. Je suis désolée que vous n'ayez pas gagné, mais vous avez été splendide. Vraiment super. Buvez ça, ça va vous donner de l'énergie après tous vos efforts. Le point culminant de ces 10 jours de festivités est la procession de tous les bateaux jusqu'au temple. Et on dirait que mon équipe a retrouvé ses esprits grâce à ma potion magique. Au début du XVIe siècle, les Portugais sont désormais à la tête de la grande course aux épices. Et face à l'appétit grandissant des Occidentaux pour les saveurs exotiques, ils sont prêts à acheter ces épices ou à les dérober par tous les moyens. Au nom du poivre, les Portugais vont donc assiéger la côte des épices. Huit ans après le premier voyage de Vasco de Gama, les Portugais sont solidement établis au Kerala. Ils ont construit ce fort et y ont installé leur premier vice-roi des Indes. Certains d'avoir la main mise sur le commerce du poivre, ils ont décidé de poursuivre leur conquête vers le sud. Les Portugais se mettent en quête d'une autre denrée extrêmement convoitée par l'aristocratie du XVIe siècle. Une épice qu'ils sont prêts à acheter à prix d'or. La cannelle. Plus rare et plus chère encore que le poivre, ses origines sont tout aussi mystérieuses. Lorsque les Portugais attaquent des navires arabes le long des côtes indiennes,
Ils trouvent souvent de la cannelle parmi leurs cargaisons. Ils la pensent originaire d'une région toute proche. Mais l'océan au-delà du Kerala est alors inconnu des navigateurs portugais. Mais en 1506, des marins portugais à la poursuite d'un navire arabe se retrouvent pris dans une tempête et sont contraints de se réfugier sur un littoral inconnu. Les Portugais ont accosté ici, sur les côtes du Sri Lanka ou de Ceylan comme on l'appelait alors, sans se rendre compte que le mauvais temps les avait conduits précisément à l'endroit qu'ils cherchaient. Comme la coutume le voulait à l'époque, je vous aide? Ils ont demandé aux habitants de les conduire à leur roi. Les Portugais avaient atterri au royaume de Côte, un tout petit royaume. Et les autochtones voulaient impressionner ces visiteurs exotiques. Donc, au lieu de les conduire au roi, ce qui n'aurait pris que quelques heures et donné l'impression que le royaume était minuscule, ils leur ont fait faire tout un circuit qui a duré 3 jours. L'expression « conduire les Portugais à côte » est passée dans la langue régionale depuis. Au Sri Lanka, elle signifie « prendre des chemins détournés ». Côte était alors l'un des royaumes qui constituaient l'île de Ceylan. Les chefs rivaux s'entretuaient constamment. Une aubaine pour les Portugais qui en ont profité pour tenter de leur ravir le commerce de la cannelle. Je suis dans la ville côtière de Galle et je n'ai pas à chercher bien loin pour trouver l'épice tant convoitée. De la cannelle ? Du Sri Lanka? Oui, c'est de la cannelle du Sri Lanka de première qualité. Première qualité. Bonjour. Pour voir où pousse cette épice, je dois m'enfoncer dans la jungle épaisse de Ikaduwa. C'est le pays de la cannelle. Et j'ai rendez-vous avec un petit producteur, Primal Wickramasinghe. Vous êtes Primal? Oui, vous allez bien? Très bien. Quel endroit magnifique! Bienvenue. C'est fabuleux. On se croirait dans le livre de la jungle. L'exploitation appartient à la famille de Primal depuis plus de 3 générations. Primal la dirige depuis 20 ans. Aujourd'hui, c'est une exploitation bio qui produit une cannelle de très grande qualité. Vous voulez voir de la cannelle? Ce serait merveilleux, car je n'ai absolument aucune idée de comment les petits bâtons de cannelle qu'on achète en pot peuvent venir d'une vraie plante. Je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble. Voici des canneliers. C'est de la cannelle biologique. Ils sont en train de la récolter. Je vais essayer de m'approcher sans me faire trancher la main. Ça ne sent rien. Est-ce que les feuilles sentent la cannelle? Vous pouvez sentir. Ah oui. Croquez dedans, vous allez voir. Oh, ça a un goût surprenant. L'espèce s'appelle Cinnamomum zelanicum. Bien sûr. Cannelle du Sri Lanka. C'est avec l'écorce de ces arbres qu'on fait la cannelle. Je les regarde sans rien faire. Je peux essayer? Coupez comme ça vers la racine. L'essentiel est de tailler avec force et précision. Il me suffit de faire 2 petites incisions au bon endroit. Je fais n'importe quoi. C'est dur. Oui, très dur. Plus facile à dire qu'à faire. Eh ben, je vais pas me reconvertir là-dedans. Ne vous moquez pas, je fais de mon mieux. Ça y est. C'est plus simple de tirer d'un coup. D'accord. Et je coupe. Après 20 ans de pratique, je pourrais me débrouiller? Difficile d'imaginer que de cette branche à l'aspect ordinaire
naît une épice convoitée depuis la nuit des temps. Et comme moi, ceux qui la cherchaient ignoraient tout de ses origines. Le savoir-faire des récoltants de cannelle est transmis de génération en génération depuis plusieurs milliers d'années. La première étape du processus consiste à peler l'écorce extérieure pour atteindre l'écorce intérieure, dorée, la cannelle. C'est comme éplucher une grosse carotte. Il faut enlever jusqu'au dernier morceau d'écorce, mais très finement, sans entamer la cannelle en dessous. Il frictionne la branche pour bien lisser l'écorce. Vient ensuite l'opération la plus délicate. Inciser l'écorce de cannelle pour la séparer de la branche. Les ouvriers sont payés à la quantité de cannelle produite. C'est donc utile d'être rapide et minutieux, comme Babi Nouna, l'une des ouvrières les plus expérimentées de Primal. Vous faites ça de manière très experte. Vous exercez ce métier depuis longtemps? Quand j'étais petite, mon père m'apprenait à travailler la cannelle quand je rentrais de l'école. J'ai toujours aimé ça. J'ai commencé quand j'avais 9 ans. J'en ai 57. Vous pourriez me montrer comment vous faites? Je glisse la branche entre mes orteils. Et je ramène vers moi. On dirait la peau d'un animal. Dans l'autre sens? Je suis en train de tout massacrer. Je vous rends dingue, hein? Je suis trop lente. Si je perds un doigt, ce sera votre faute. Je me débrouillerai avec 9 doigts, c'est ça? Merci. J'ai réussi à sauver tous mes doigts, mais j'ai fait de sérieux dégâts. Il y a un coup à prendre et il me faudra plus d'une journée pour maîtriser cette technique. Mon professeur, Babi Nouna Dayananda, appartient à la caste des Salagama. Ce sont les gardiens historiques de la cannelle. Ils l'ont défendue à travers les âges d'un passé colonial mouvementé. Exploiter le savoir-faire des Salagama était crucial pour les Portugais en quête de pouvoir. Vous êtes issu d'une caste qui a depuis toujours un lien très particulier avec la cannelle. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Les Portugais sont venus au Sri Lanka pour chercher de la cannelle. Et ils en ont trouvé ici, dans notre jungle. Dès qu'ils l'ont goûté, ils ont su qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. Ils se sont mis à cultiver d'immenses plantations. Mais à l'époque, seuls les Salagama étaient autorisés à travailler la cannelle. Ils ont donc fait passer une loi condamnant toute personne étrangère à la caste qui abattrait un cannelier. Et le châtiment, c'était la mort. Les Salagama ont été sauvés du massacre grâce à leur savoir-faire ancestral. Mais cela les a condamnés à une vie d'esclaves. La dernière étape du processus consiste à fabriquer les bâtons de cannelle. Babi Nouna va me montrer comment rouler un bâton. Elle a l'air très dubitative. Je ne crois pas qu'elle ait confiance en moi après ce que j'ai fait à l'écorce, mais on va essayer. Donc ce sont mes morceaux d'écorce. On commence par ouvrir la cannelle. On met les épluchures dans la grosse écorce. Donc c'est un peu comme une enveloppe dans laquelle on glisse la cannelle. On l'enroule dans une couche supplémentaire d'écorce pour renforcer le bâton. D'accord. Oui. Vous tassez bien l'intérieur. C'est plus facile quand c'est ouvert. Vous donnez l'impression que c'est facile, mais pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne croit.
On va ensuite laisser sécher et tous les soirs, on roulera un peu plus le bâton pour qu'il soit bien serré. On fait ça pendant 2 semaines jusqu'à obtenir un magnifique bâton de cannelle. C'est beaucoup de travail. Vous êtes très doué. Vous le savez. La cannelle demande beaucoup plus d'efforts et d'expertise que le poivre. C'est un véritable travail d'artiste. Malheureusement, les gens comme Babinouna se font de plus en plus rares et la tradition se perd. Vous tassez vraiment bien l'intérieur. Aujourd'hui, vous travaillez toujours la cannelle. Vous m'avez dit que votre père vous avait appris votre métier. Vous ne craignez pas que les jeunes Salagama, comme votre fils ou votre fille, choisissent une autre voie? De nos jours, la technologie est partout. Mais on ne peut pas fabriquer des machines pour faire la cannelle. Les hommes coupent le cannelier et les femmes pèlent et roulent les écorces. C'est beaucoup de travail. Et plus on travaille, plus on génère du profit et plus on est récompensé. Il faut souvent travailler très tard le soir. Ça n'intéresse pas les jeunes d'aujourd'hui. Si je m'entraîne un peu plus, je peux venir travailler avec vous? Les Portugais n'ont pas colonisé le Sri Lanka simplement pour ses épices. Ils voulaient évangéliser la population. Ils étaient convaincus qu'en prenant le contrôle de la cannelle, ils pourraient convertir autant que conquérir. Mais dans certaines régions du pays, ils ont rencontré une résistance farouche. Je quitte la côte en direction des collines de Kandy, où se déroule une fête tout à fait unique qui célèbre la victoire sur l'envahisseur portugais. C'est extraordinaire. Je n'aurais jamais cru voir autant de gens. C'est comme si tout Kandy était dans la rue. Prêt? Oui! Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée. C'est génial. Regardez cette foule. Cette fête, connue sous le nom de Peraera, est une cérémonie bouddhiste qui rend hommage à la ténacité des habitants face aux voleurs de cannelle. Quand les Portugais ont compris que cette petite île abritait l'épice tant convoitée, ils ont voulu conquérir le pays. Et l'endroit où ils ont rencontré le plus de résistance, c'est ici, à Kandy. Ces rebelles du XVIe siècle ont harcelé sans relâche les Portugais qui tentaient d'établir des plantations dans la région. Aujourd'hui, Kandy abrite un grand site sacré pour les bouddhistes, le temple de la dent, où se trouve une relique de Bouddha. Les Portugais pensaient qu'en volant cette dent, ils parviendraient à faire flancher les habitants de Kandy et à les soumettre sans aucune difficulté. Et c'est ce qu'ils ont fait. Sauf que la dent qu'ils ont volée était fausse. Et les habitants de Kandy ne se sont jamais soumis aux Portugais. C'est l'instant que tous ces gens attendaient. Cette fête tourne autour de la dent que les Portugais ont essayé de voler. Et dans ce coffre, sur cet immense éléphant, flanqué de 2 gros mâles, se trouve l'authentique dent de Bouddha. Tout Kandy est venu assister à ça.
Un petit conseil. Si vous venez à la fête de Peraera, et je vous le recommande vivement, ne prenez pas le train de 6 heures le lendemain matin, car vous aurez du mal à garder les yeux ouverts. Où en étions-nous? Les Portugais. Ils n'ont jamais pris Kandy, mais ils ont continué à mettre le pays à feu et à sang. Comme les Hollandais, qui les ont relayés une centaine d'années plus tard, ainsi que les Britanniques en 1796. Les Sri Lankais ont résisté du mieux possible à toutes ces invasions étrangères. Mais ils ne pouvaient ignorer la fascination occidentale pour les épices. Ils ont su en tirer profit et aujourd'hui encore, la cannelle assure la survie économique de nombreux producteurs locaux. Parmi eux, Primal. C'est un grand jour pour lui. Il espère vendre la cannelle qu'il cultive depuis plusieurs mois. Il ignore ce qu'il adviendra de sa précieuse récolte, car il ne traite qu'avec des intermédiaires locaux, comme cet homme. J'ai vu tout le travail que représentait la préparation de la cannelle. J'espère que Primal en obtiendra le prix escompté. Pour tout ça, je te propose 840. Non, ce n'est pas assez. Alors je peux rien pour toi. Les négociations se passent mal. Primal n'a pas beaucoup le choix. Va-t-il brader sa cannelle? Ce n'est pas assez. La vente n'a pas lieu. Et cet acheteur ne reviendra pas. Ces 4 fagots de la délicieuse cannelle biologique de Primal représentent des heures de travail et des années d'expérience. Primal ne les a pas vendus aujourd'hui, car il en voulait un prix équivalent à 5,50 € le kilo, et l'intermédiaire ne voulait pas les lui donner. J'ai acheté cette cannelle au supermarché. Elle n'est pas bio et elle n'est pas d'aussi bonne qualité que celle de Primal. Pourtant, elle m'a coûté 1,67 € pour 13 grammes. Il y a quelque chose qui cloche, vous ne trouvez pas? Ça fait une marge de 2000%. Quelqu'un profite donc très largement de ce commerce. Et ce n'est pas Primal, ni aucun autre producteur ici. La production de cannelle est soumise aux lois du marché, mais elle est aussi à la merci des forces de la nature, plus impitoyables encore. Dans cette région, le tsunami de 2004 a tué 4200 personnes et ravagé 300 exploitations de cannelle. En réaction, Primal et d'autres rescapés de la catastrophe se sont tournés vers la religion. Le jour de la pleine lune est un jour sacré dans la tradition bouddhiste. J'ai rejoint Primal et des producteurs locaux. Ils sont en pleine procession pour faire une offrande de cannelle à leur dieu protecteur. Les gens se tournent vers cette divinité quand ils sont en détresse. Et c'est elle qui aurait sauvé le temple de la destruction pendant le tsunami. Donc Primal espère que son offrande leur rassurera à tous une excellente récolte cette année. Au Sri Lanka, la cannelle est considérée comme un bienfait pour le corps, mais aussi pour l'âme. L'offrande de Primal est accueillie avec gratitude par le temple. Elle sera distribuée aux plus nécessiteux. Je suis venue en Asie enquêter sur les origines exotiques de 2 ingrédients très répandus dans nos cuisines, la cannelle et le poivre.
2 épices ordinaires à l'histoire extraordinaire. Leur quête a ouvert de nouveaux horizons au monde. Les Européens qui ont bravé les océans pour se les procurer ont fait fortune. Mais les hommes qui les cultivent n'ont jamais touché la juste part qui leur revient de droit. Heureusement, l'héritage culturel de l'Inde et du Sri Lanka, où les épices jouent un rôle fondamental dans le quotidien et le sacré, s'affirme toujours avec force aujourd'hui. Et ces terres demeurent imprégnées des parfums épicés du poivre et de la cannelle.